Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 17e épisode de notre podcast Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce 17e épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour tire au hasard un thème parmi les 2 ou 3 sujets qu'il a lui-même proposés en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le thème en question en l'abordant sous toutes ses facettes. Et pour ce 17e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Alan. Bonjour Alan, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien et toi? Eh ben écoute, ravi de t'accueillir. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, donc ça me fait plaisir de pouvoir t'accueillir dans le cadre de Retour d'XP. Donc voilà, merci de ta venue. Merci de ton invitation. Bah, avec plaisir. Vous l'aurez remarqué, du coup, on est revenu sur un épisode uniquement sonore. Vous aviez pris l'habitude d'avoir de la vidéo sur la plupart des derniers épisodes, mais c'est vrai que voilà, ça reste quelque chose que j'ai envie de mettre en place par défaut, mais c'est aussi en fonction de mon invité, si mon invité se sent à l'aise ou pas à avoir de la vidéo, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est revenu à de l'audio uniquement. Donc voilà, ce sera peut-être le cas de temps en temps, même si avec la plupart des épisodes que vous avez eus, je pense qu'on restera quand même sur de la vidéo, mais voilà, ça peut arriver comme ci, comme ça, de temps en temps. Voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, nous dire qui tu es ? Donc, je m'appelle Alan Pasquier. J'ai étudié ici à Nantes quelques années. Donc, j'ai fait mon collège et mon lycée à Saint-Joseph-du-Loquilly. Et après, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes qui m'a poussé à faire justement une année de césure euh, au- euh, à Parcours le Monde, justement, pour le service civique. Et c'est là où justement je t'ai rencontré. Et après, à partir de là, en fait, j'ai décidé de partir 2 ans à Lyon pour poursuivre mes études. J'ai fait un bachelor sur l'écologie et donc j'ai obtenu mon bachelor. Et à la suite de ça, j'étais toujours un peu paumé. Et donc en fait, j'ai décidé un peu de partir à l'étranger pour continuer à étudier et aussi un peu pour essayer de me retrouver. Donc voilà. Ok, et oui, c'est vrai, du coup, tu es revenu sur Nantes depuis combien de temps maintenant que tu es revenu sur Nantes déjà ? Je dirais que ça fait 2 ans que je suis revenu parce que je voulais un peu retrouver une certaine stabilité, même si avant j'étais toujours à la j'essaie toujours de me retrouver un peu parce que j'étais un peu perdu que ce soit dans mes études, dans le travail. C'était un peu compliqué, donc voilà. C'est pour ça que je suis revenu un peu sur Nantes. Oui, effectivement, je pense que c'est souvent bien de retourner chez soi, on se sent un peu à l'aise pour reprendre des fois un nouveau départ et tout. Alors moi je sais que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu, parce que c'est vrai qu'à part mes quelques mois passés en Roumanie pendant mon volontariat, j'ai vécu toute ma vie ici, donc c'est vrai que j'ai pas forcément ce sentiment de déracinement et de retour à la maison. Voilà, mes parents sont à peine à quelques minutes entre guillemets de chez moi, donc si j'ai envie de les voir retourner à la maison de mon enfance, c'est assez rapide, mais je comprends effectivement ce sentiment-là. Et puis oui, comme tu l'évoquais effectivement un peu plus tôt, on s'est rencontrés en 2020 du coup, si je dis pas de bêtises, C'est ça. à l'occasion du service civique qu'on a fait ensemble à Parcours le Monde. Donc voilà, une période bien sympathique, que ce soit la période en France ou la période en Roumanie pour ma part, c'est des souvenirs assez marquants qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, on a eu l'occasion de se recroiser à quelques reprises depuis, et toujours un plaisir de pouvoir t'accueillir pendant cet épisode en tout cas. Voilà, sur ce, je te propose de passer au choix du sujet, enfin au tirage au sort, pardon, du sujet. Donc voilà, comme d'habitude, tu as la petite pochette à tes côtés, où tu vas pouvoir, t'inquiète, tu peux laisser tranquille le micro. Je t'invite à prendre la pochette et à en tirer un des sujets que tu as proposés. Voilà, nous avons le sujet mystère du jour. Quel va-t-il être ? Que va-t-il être ? Ça y est, j'en perds mon français. Ouais, c'est des petites étiquettes, je suis désolé. Ok, je te laisse récupérer ton micro et annoncer le sujet. Donc on va parler de l'écologie. On va parler écologie, très bien, très bien. Effectivement, tu as eu un petit teasing avec ce que tu racontais pendant ta présentation. On va pouvoir aborder le sujet de l'écologie. Du coup, comme d'habitude, le temps que je retrouve ma petite trame sur l'écologie, du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement en quelques mots pourquoi tu as voulu choisir ce sujet ? Bah, pour moi, en fait, c'est très important justement d'essayer de se reconnecter avec la nature
Et depuis quelques années, en fait, j'étais un peu perdu, notamment parce que je faisais mes études en ville et j'ai réalisé très rapidement que je détestais la ville en général. Et donc, en partant justement à travers des randonnées, euh, j'ai réalisé justement que quand j'étais au milieu de la nature, c'est là où je me sentais le mieux. Et donc, j'ai voulu poursuivre par justement des études pour essayer d'un peu de euh, analyser et comprendre un peu le monde dans lequel nous vivons. Et donc voilà. Ok, très bien. Bah, merci en tout cas pour cette petite explication. Euh, Comme souvent je fais avant de se lancer dans la trame. Alors effectivement, au début, quand tu as proposé écologie, je savais pas trop comment l'aborder et tout. Parce que, en fait, quand j'ai tapé écologie, par exemple, sur Internet, ça part tout de suite dans des explications très scientifiques, avec des termes voilà, très scientifiques, un peu complexes et tout. Donc je me suis dit, oula, si je parle là-dessus, ça va vite être prise de tête et tout. Et finalement, je suis parti, je suis plus tombé sur une doc un peu plus à destination des enfants. Puis je me suis dit, bah bon, ok, c'est vrai que les enfants, mais en vrai, oui, finalement, quand tu parles de l'écologie des enfants, il y a pas mal de façons d'aborder la chose et tout. Donc voilà, j'ai essayé d'aborder le thème via pas mal de sous-thématiques assez diverses et variées. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui va, je pense que c'est quelque chose au moins qui va parler aux gens. Après, est-ce que c'est quelque chose qui va te parler? J'espère quand même, parce que Après, euh, moi, j'ai pas forcément fait, même si j'ai fait des études dans l'écologie, c'est pas été très scientifique, c'est plutôt à destination, je dirais, des associations, justement, essayer de sensibiliser les personnes sur justement l'écologie, sur le développement durable, sur le climat, justement, le changement climatique qui est actuellement. Et c'est justement ça, on n'y va pas vraiment en profondeur, c'est davantage de sensibilisation. Ok, eh ben, écoute, c'est très bien parce qu'en plus les thématiques que tu viens d'évoquer, je les ai prévues, donc on va pouvoir un peu aborder tout ça. C'est un peu dans le désordre, donc voilà, je suis désolé, on va peut-être parler de trucs un peu dans tous les sens, mais j'essaie quand même de faire un truc un peu cohérent, mais voilà. Euh, Tu l'as déjà un petit peu évoqué juste avant, mais pour commencer, c'est d'où te vient un peu ce rapport à l'écologie? Est-ce que à quel moment de ton parcours, de ta vie, ça a été quelque chose que tu as voulu un peu prendre en compte, sur lequel tu as été sensibilisé? Pour ma part, en fait, au début, j'étais pas forcément, je dirais, attiré par l'écologie en général. J'ai commencé justement à faire des études sur un bachelor en management du sport. Ça n'a rien à voir justement avec l'écologie. Et en fait, j'ai réalisé très rapidement, en fait, ce milieu, c'était assez stressant et il fallait vraiment euh, travailler énormément et chercher, je dirais, être plus ou moins le premier dans sa discipline. C'est pas ce que je voulais, c'est beaucoup trop de stress pour moi. Et en fait, bien avant même, quand j'étais petit, même quand j'étais, parce que pour ma part, en fait, je viens d'Éthiopie. Et en fait, moi, avec ma famille, on vivait vraiment à la campagne. Et c'était vraiment au contact même de la nature. Et en fait, c'est ça un peu qui m'a fait changer d'avis. C'est à travers justement quand j'ai fait mon service civique, on a fait pas mal de sensibilisation sur l'écologie, sur comment voyager différemment, etc. Donc ça, en fait, ça m'a un peu de nouveau changé ma manière de penser et de me permettre justement de réaliser qu'il fallait que, pour ma part aussi, que je m'engage un peu sur justement l'écologie. Ok. Euh, pour reprendre un peu l'aspect un peu plus études, comment ça s'est passé pour toi justement cette période d'études dans ce milieu-là? Est-ce que tu avais comment dire, des aspects de l'écologie sur lesquels tu étais un peu plus spécialisé que d'autres? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? En fait, dans l'école dans laquelle j'étais à Lyon, on étudiait un peu de tout. C'est-à-dire que on n'avait pas forcément de spécialité. Et le but, c'était vraiment de sortir à la fin pour être justement travailler dans des associations pour pouvoir justement sensibiliser le public à l'écologie en général, au développement durable et sur le changement climatique, comme je l'ai dit justement précédemment. Euh, et en fait, on avait pas mal de thématiques, que ce soit le développement durable, que ce soit, je dirais, l'anthropologie, que ce soit l'humanitaire, que ce soit au niveau de la associatif, tout ça. En fait, on n'a pas forcément de spécialité précise.
Désolé pour ce petit couac. J'ai dû toucher un Je sais fil, pas je si pense. ça s'est entendu, mais c'est pas grave, vas-y, tu peux reprendre. Ouais, on n'a pas forcément de spécialité, c'est juste on apprend en général, globalement. Et voilà, c'est pour moi, ouais, je préfère ça parce que je suis pas très scientifique. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, j'ai pas forcément de calcul, quoi que ce soit. Je connais pas forcément tous les noms des oiseaux, par exemple, que ce soit aussi animal ou végétaux. Mais en fait, moi, c'est plutôt. Euh, je dirais que j'ai pas mal de connaissances en général, ce qui me permet justement de pouvoir sensibiliser le public, que ce soit si j'étais par exemple en association, même si actuellement je n'y travaille pas. Et donc voilà. Ok, et du coup, pour poursuivre un peu là-dessus, ça quelle un peu quelle terminalité ces études, et est-ce que ça, en termes de diplôme, qu'est-ce que ça t'apporte, et est-ce que par la suite tu as des ouvertures de métiers concrets liés à ces études-là? En fait, c'est assez compliqué justement de pouvoir travailler dans l'écologie parce que c'est des métiers dans lesquels qui sont niches. Et en fait, les personnes qui y sont, en fait, ils sont depuis plusieurs années. Et ce sont même des personnes qui sont plus ou moins âgées, qui sont déjà actives dans, dans le travail. Et pour nous qui sommes jeunes, eh ben, c'est très compliqué de pouvoir justement rentrer dans ce milieu-là. Moi, par exemple, je voulais travailler dans la protection des espaces naturels, par exemple. Et bah pour moi, pour ma part, c'est assez compliqué pour pouvoir y rentrer. Parce que ce sont déjà des personnes qui travaillent déjà depuis plusieurs années. Et généralement, c'est aussi je dirais que c'est assez fermé. C'est un milieu qui est assez fermé. On ne peut pas facilement y rentrer. Euh, Il y a aussi, par exemple, l'OFB qui peut être très intéressant, mais il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut potentiellement travailler, mais c'est assez fermé. C'est un milieu qui est très fermé, qui est assez, je dirais, assez récent aussi comme thématique. Parce Oui, que euh, c'est pas forcément un domaine dans lequel on a investi énormément, que ce soit notamment dans les études. C'est assez compliqué justement de trouver des études justement pour protéger justement notre nature. oui, effectivement, ouais, je comprends oui, le fait que ce soit pas forcément déjà un truc forcément très connu, puis je suis même pas sûr que beaucoup de gens savent le parcours qu'on peut, enfin, quel parcours on peut faire vis-à-vis de cette thématique-là, puis un peu les ouvertures En ou fait, ce qu'il peut y c'est avoir, assez quoi. large dans lequel, en fait, l'écologie, quand on parle de l'écologie, c'est assez large. Donc, ça peut être, par exemple, dans la protection des espèces naturelles, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit marines aussi. Hmm. Et en fait, la plupart des personnes qui travaillent, en fait, ils vont, que ce soit à l'étranger notamment, que ce soit aux Philippines, par exemple, pour la protection de la faune, notamment au niveau de la marine, et il y a aussi des espèces qui peuvent ne pas être en France, par exemple. En fait, ces domaines-là, en fait, c'est des personnes comme je le disais justement précédemment, c'est des personnes qui travaillent depuis longtemps, et c'est vraiment des personnes qui sont assez poussées justement dans leurs études. Oui, Et ok. comme j'ai que un bac plus 3, c'est pas forcément suffisant, tu vois. Hmm. Ok. Et est-ce qu'il y a comment dire, des structures, des associations, des entreprises que tu pourrais, dont tu pourrais nous parler un peu des, voilà, des structures qui sont spécialisées entre guillemets dans l'écologie et tout. Est-ce qu'il y a des trucs qui, je sais pas, te donnent envie, hein, de les rejoindre ou pas forcément, ou au contraire peut-être plus des plus petites associations un peu locales, ce qui te conviendrait plus. Je sais pas s'il y a des trucs dont tu peux nous parler par rapport à ça. Euh, pour ma part, c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai pas forcément touché justement au niveau de l'écologie. J'étais un peu perdu dans ma vie et je savais pas forcément ce que je voulais faire. Euh, donc en fait, que ce soit les grosses organisations internationales et aussi des petites organisations, je me connais pas forcément sur les petites organisations qu'il y a en France. Je pense qu'il y en a forcément des petites je veux dire, associations qui sensibilisent à l'environnement, que ce soit justement Parcours le Monde qui a justement un volet dans lequel justement ils abordent l'écologie. Euh,
Il y a aussi à Lyon, par exemple, il y a une petite association qui s'appelle euh, ah mince, j'ai perdu le nom. Mince. Euh, Génération Lumière, justement. Et Mhm. en fait, eux, ils sensibilisent aussi sur l'écologie en général et aussi sur l'extraction minière qu'il y a justement au Congo. Parce que je ne sais pas si tout le monde. Je sais que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais beaucoup de nos matériaux qu'il y a dans les téléphones, que ce soit les ordinateurs, bah, en fait, viennent aussi du Congo. Oui. Et il y a pas mal de, je dirais, euh, d'esclavagisation de la population qu'il y a Mhm. là-bas. Oui. Et c'est assez compliqué de faire entendre la population, en France notamment. Ouais. Moi, je me souviens, encore relativement récemment, il y avait certaines vidéos qui avaient tourné justement sur les réseaux où tu voyais genre, c'était un effondrement de mines, je crois, justement c'était au Congo, je pense. Et ouais, tu vois enfin, l'ampleur du truc et potentiellement le nombre de personnes qui sont mortes ou qui ont au moins été blessées par ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être ce sentiment, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que voilà, la vidéo a fait le tour des réseaux pendant quelques jours et tout, puis après bah, ça a fini par, entre guillemets, le buzz a fini par s'arrêter, puis t'as l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose derrière, forcément de discussion ou autre vis-à-vis de ça, quoi. Ouais. Et ce qui m'exaspère un peu, c'est que ces grosses organisations justement exploitent énormément de jeunes enfants justement dans les mines au Congo. C'est assez, je trouve ça assez décevant pour ma part. C'est assez triste. Euh, j'ai énormément eu du mal à m'imaginer ce qui pouvait se passer. Parce que moi, en fait, quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était complètement un monde complètement différent. Euh, et en fait, petit à petit, on a pas mal d'informations sur le monde qui nous entoure, que ce soit à travers les médias, les journaux, tout ça. Et j'ai réalisé rapidement qu'en fait, c'est un peu plus ou moins un monde, je dirais une mascarade. Parce que ça soit notamment que ce soit en Chine aussi, notamment à travers certaines entreprises, que ce soit françaises ou d'autres étrangères, qui exploitent justement la misère un peu Mm. des gens. Et ça a toujours été quelque chose qui est assez compliqué pour moi à vivre. Euh, c'est pour ça que j'ai été un peu plus ou moins en dépression depuis quelques années, parce que le monde dans lequel nous vivons depuis quelques temps est devenu très compliqué, surtout pour la génération future, et même pour moi d'ailleurs. Parce qu'en fait, je veux dire, la société en général nous demande de faire de plus en plus de choses. Et en fait, certes, on a de plus en plus d'étudiants qui sortent avec des gros diplômes, mais euh, c'est de plus en plus difficile justement de trouver un emploi après. Ouais. Mais effectivement, ça pose pas mal de questions effectivement sur l'avenir et puis le futur, hein, lié un peu à la situation du monde actuel, sur plein d'aspects différents et tout. Alors, on n'aura pas forcément l'occasion de parler de tout ça non plus, mais on va plutôt se concentrer sur les trucs en rapport avec l'écologie. Mais effectivement, peut-être plus en fin d'émission, je te poserai une question un peu sur ta projection, toi, dans les années à venir. Je te propose, c'est qu'on commence à aborder déjà une première thématique un peu que j'ai listée ici dans ma trame. C'est celle de l'énergie. Je n'ai pas forcément formulé de question particulière, mais c'est quoi ton rapport entre guillemets à l'utilisation de l'énergie? J'ai listé un peu certains types d'énergie nucléaire, fossile, charbon et tout. C'est quoi ton rapport à ça? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Que ce soit en France ou même plus largement, un peu comment toi tu vois les choses, les avantages, les inconvénients de chacun, un petit peu là-dessus. Voilà, c'est quoi ton avis là-dessus, quoi? Forcément, chacun de ces différentes énergies a ses avantages, mais c'est vrai qu'il y en a plus certains qui vont polluer davantage, que ce soit le nucléaire, tout ça. En fait, pour ma part, je ne serais pas suffisamment scientifique pour en parler, mais c'est vrai que tous ces différentes énergies vont forcément à la fin polluer. Euh, Beaucoup je veux dire, notamment au niveau de l'énergie éolienne, justement, et aussi solaire.
ce sont ces deux types, pour ma part, qui sont, je dirais, neutres sur justement le niveau de la pollution, même si en fait il y a la fabrication de l'éolien et aussi du solaire qui est assez complexe aussi. Donc au final, de toute façon, quelle que soit l'énergie qu'on va utiliser, on va forcément polluer. Et aujourd'hui, c'est assez complexe pour ma part de dire quelle est l'énergie le mieux à utiliser, parce que je me sens pas forcément suffisamment je dirais, je n'ai pas forcément de connaissances pour justement parler de ces sujets-là. Mais pour autant, voilà, pour ma part, dans le futur, je n'envisage pas forcément d'utiliser justement que ce soit le nucléaire, parce que moi, je cherche plus à être neutre en carbone, à justement utiliser davantage plus l'énergie solaire, que ce soit à travers justement les panneaux solaires, pour justement avoir un peu d'électricité chez moi, et aussi avoir une construction plus responsable. Donc voilà. Est-ce que justement dans ton quotidien, c'est quelque chose que tu mets déjà en place, tu as une utilisation de l'énergie, où tu essaies d'être un peu en accord avec ce que tu penses par rapport à ça? Pour ma part, en fait, comme je vis chez mes parents, je suis dépendant un peu de ce qu'il y a. Donc forcément, moi, je peux pas forcément changer. Mais par contre, ce que je peux changer, c'est notamment la nourriture, ce que je mange. Et ça, et aussi par rapport aussi à mes vêtements, que ce soit aussi à travers aussi, bah, que ce soit ce que je mange, ce que je porte. Ça, c'est pour moi, c'est sur lequel je peux agir pour l'instant. Mais forcément, dans le futur, c'est tout ce qui est transport, tout ça, c'est euh, quand on vit notamment à la campagne, c'est assez compliqué justement d'être. On est vraiment dépendant justement de la voiture pour pouvoir l'utiliser. Et même si moi j'ai étudié dans l'écologie, c'est assez compliqué pour moi de ne pas l'utiliser. Oui, effectivement, ouais, je comprends. Ouais. Juste pour, j'avais prévu de l'aborder plus tard, mais justement, on va faire le lien tout de suite. Concernant ta consommation justement de vêtements, de nourriture et tout, un peu au quotidien, ce que tu consommes un peu dans, voilà, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que voilà, justement, il y a eu un changement qui s'est opéré au fur et à mesure du temps? Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment aujourd'hui, quelle est ta façon de consommer aujourd'hui sur un peu ces différents aspects? En fait, déjà de base, je ne suis pas quelqu'un qui achetait déjà beaucoup de vêtements, aussi que ça soit aussi au niveau du numérique. J'achète pas forcément beaucoup de. Oui, tu peux. Si, non, on n'est pas en direct, mais tu peux venir. Oui, pas de souci. Nous avons une petite interruption, rien de bien méchant, mais effectivement, voilà, ça peut arriver. C'est pas très grave. Euh, non, bon, on va poursuivre l'émission tranquillement. On va laisser Marion faire ses trucs. Je te laisse reprendre. Vas-y, Alan. Désolé pour nos auditeurs. Ouais, je disais que depuis quelques années, en fait, j'achète pas forcément beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'électronique, euh, que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone. En fait, ce que je fais, c'est d'acheter euh, reconditionné. Et donc, en fait, le téléphone a déjà servi auparavant. Et en fait, je l'ai acheté, je veux dire, mon téléphone que j'ai, par exemple, je l'ai acheté il y a 3 ans, 3 4 ans. Ok. Et donc en fait, il fonctionne toujours. J'ai pas besoin d'autre chose. Que ce soit aussi l'ordinateur, c'est aussi reconditionné. Je l'ai acheté aussi il y a 4 5 ans et il fonctionne toujours. Donc je vois pas, pour ma part, l'utilité de le changer. Au niveau de mes vêtements, je ne le change pas tous les ans, quoi. Hmm. Je dirais ça. En fait, je cherche pas forcément à acheter souvent. Peut-être que un jour, peut-être que je vais les changer complètement, mais pour ma part, peut-être que si j'achète, c'est une fois par an et encore, c'est, c'est même pas ça en fait. Donc je limite un peu ma consommation justement au niveau des achats, que ce soit des vêtements. Au niveau des chaussures, ça fait aussi plusieurs années que j'en achète plus parce que les miennes, j'en ai plusieurs et ils sont pas abîmés, donc voilà. Oui,
Mais je suis assez en accord avec ça parce que c'est aussi un peu comme ça que je fonctionne. Effectivement, alors c'est vrai que j'ai tendance à surtout acheter du neuf, ça c'est vrai. Mais par contre derrière, effectivement, je suis un peu partisan du tant que c'est utilisable, je l'utilise. Donc voilà, même si c'est un peu usé, même si c'est un petit peu sale, tant que je peux l'utiliser, je le fais. Que ce soit avec mes appareils électroniques, mes vêtements, etc. Pareil, voilà, les vêtements, j'en achète une à deux fois par an pendant les soldes et c'est tout. Sinon, voilà, j'essaie de faire durer un maximum les choses que j'utilise. Parce que voilà, j'ai pas forcément trop le besoin ou le budget pour acheter des trucs et voilà, j'ai du mal à consommer beaucoup de choses. C'est pas forcément comme ça que j'ai envie de fonctionner non plus, quoi. Ok. En fait, le problème n'est pas forcément du fait d'acheter neuf. Par exemple, si on achète un téléphone qui est neuf, euh, ce n'est pas justement d'acheter l'année suivante encore un téléphone neuf. Si en fait le téléphone fonctionne très bien, bah on le garde. Sinon, on va dans des petites boutiques qu'il y a notamment à Nantes pour pouvoir justement les faire réparer et pour qu'ils puissent justement durer plus longtemps. Et ça, c'est, en tout cas pour ma part, c'est ce que je cherche à faire. Ouais, je sais que tu prends sur le téléphone. Moi, j'ai eu mon premier téléphone je crois que c'était 2012-2013, donc il y a 13, il y a 12-13 ans. Et depuis, en tout, j'en ai eu 4 téléphones en 13 ans. Le premier, c'est parce qu'il était trop limité, du coup, je voulais en acheter un meilleur. Le deuxième, il a eu un problème de batterie, donc j'ai dû m'en débarrasser, il pouvait pas être réparé. Le troisième, il était remplacé parce que mon père m'en a acheté un nouveau sans me prévenir, il m'a offert un nouveau téléphone comme ça, puis bah, j'ai fini par l'utiliser, du coup c'est celui que j'ai actuellement. Donc finalement, ouais, pour moi, le téléphone par exemple, bah, tant fonctionne bien, qu'il me sert à ce que j'ai besoin et qu'il dure, bah voilà, j'ai pas de raison de le changer non plus, quoi. Voilà, je sais pas si tu avais d'autres aspects aussi de la consommation au quotidien que tu voulais évoquer, sinon on va pouvoir passer à la suite. Bah, pour ma part, en fait, notamment au niveau de sur ce qu'on mange, euh, j'essaie un peu de manger responsable, ça veut dire d'acheter un peu plus local. Euh, et aussi que ça soit aussi au niveau des vêtements, je dirais pas forcément au niveau des vêtements. En général, j'essaie le plus possible d'acheter justement responsable, c'est-à-dire des vêtements qui sont éco-conçus, qui n'utilisent pas forcément certaines matières qui sont polluantes, notamment le polyester, qui est forcément Mm. le pétrole. Et forcément, ça c'est très nocif. Donc, j'essaie un peu d'avoir des vêtements qui sont en coton notamment, même si forcément il y a beaucoup d'utilisation d'eau et forcément voilà, il y a pas forcément de, c'est assez compliqué d'avoir justement des vêtements qui soient le plus responsable possible. Donc voilà. Oui, c'est pas forcément toujours évident parce que voilà, l'industrie du textile aussi est faite d'une certaine façon que bah, il te pousse un peu à fonctionner, à consommer tel type de produit et tout, et que quand tu veux un peu sortir de ça, c'est pas toujours évident de trouver les bons endroits, les bons matériaux entre guillemets pour matcher un peu avec ce que toi tu as envie. C'est pas évident. Je suis en train de, je suis en train de mettre à jour ma trame parce qu'il y a des sujets, puis je me dis, ah, on va aborder celui-là maintenant. Bah non, celui-là, bref, c'est un peu le bordel, mais je suis en train d'essayer d'adapter un peu mon déroulé. Tu évoqué juste avant le- la question de l'eau, justement, que j'ai voulu mettre aussi j'ai voulu l'évoquer. Euh, Pareil, j'ai listé quelques trucs qui avaient bah, un peu l'eau au quotidien. C'est quoi un peu ton rapport à l'eau, je sais pas, que tu consommes? Est-ce que je te prends par l'eau à boire, est-ce que tu consommes plus au robinet ou en bouteille? Est-ce que tu fais attention, je sais pas, consommation d'eau pour tes tâches quotidiennes? Un peu, c'est quoi ton rapport par rapport à ça? Pour ma part, même si là c'est une bouteille qui est un peu en plastique, en fait l'eau qui est à l'intérieur, en fait c'est l'eau du robinet que j'ai. Et en fait, euh, la plupart du temps là, bah, spécialement j'en ai pas une, mais la plupart du temps j'ai une gourde. Et donc en fait l'eau, j'utilise bah, l'eau du robinet. En fait, l'eau actuellement, en tout cas en France, elle est buvable, donc je bois directement au niveau du robinet. Et, et aussi que ce soit la prise de douche, etc. J'essaie de faire attention à faire, au nombre de fois où je prends notamment ma douche. Moi, par exemple, c'est une fois par jour, justement. Et sinon, voilà, je veux dire,
le matin, j'en prends pas, par exemple. Et en fait, ça va être plutôt le soir. Mais j'y reste pas trop longtemps. Ça veut dire que ça va être quelques minutes. Mais le plus long, je veux dire, ce qui va durer le plus longtemps, ça va être plutôt le moment où je vais justement frotter. Et c'est ça qui dure le plus longtemps. Mais sinon, l'eau, j'utilise pas forcément beaucoup. Ok. Pour poursuivre sur la thématique de l'eau, il y avait une question aussi qui est revenue un peu ces dernières années, on va dire, c'est un peu l'utilisation de l'eau dans des contextes un peu plus larges, avec un peu plus d'ampleur. Il y avait les questions par exemple des méga bassines. Ça, c'est une question voilà, qui a déclenché des événements assez importants en France qui ont fait beaucoup de bruit et tout, dans savoir si c'était une bonne ou mauvaise idée. Et effectivement, on voit avec les événements, les affrontements qu'il y a eu sur ces questions-là, ça a été assez voilà, d'une certaine violence, on peut le dire. Et toi, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Est-ce que tu as un avis sur un peu l'utilisation des méga bassines, en tout cas de ce genre voilà, d'utilisation, on va dire? En fait, le problème des méga bassines, ça va être la destruction d'un espace naturel, je veux dire que ce soit naturel ou pas. Cet espace-là, en fait, on va le détruire pour creuser et pouvoir justement l- euh, garder l'eau quand il y a notamment la pluie. Euh, et en fait, le problème de ça, c'est que en fait, c'est assez compliqué à aborder ce sujet-là parce qu'en fait, l'agriculture a certes besoin d'eau, mais en fait, d'un autre côté, en fait, l'agriculture industrielle utilise énormément d'eau et consomme énormément d'eau parce qu'en fait, on utilise beaucoup de pesticides sur nos plantes et du coup, en fait, ça va davantage utiliser d'eau. Et on va pomper davantage, notamment l'été quand il fait très chaud. Et comme on a besoin d'avoir une bonne récolte, de ce fait-là, on va davantage euh, utiliser justement les réserves qu'on peut avoir au fond de nos terres. Et donc, c'est assez compliqué d'aborder ce sujet-là parce que si ça remplace d'un côté un espace naturel, et en fait, ça va être la destruction de la faune et la flore, bah ça, en fait, c'est assez compliqué pour moi d'être d'accord avec ça. Si c'est, ça va permettre justement à des gros industriels au niveau de l'agriculture de pouvoir justement avoir plus de récoltes euh, et de forcément d'être euh, dépendant de l'eau, quoi. Donc, en fait, tout le monde est laid. Forcément, l'eau, c'est quelque chose qui est assez rare, surtout à notre époque, et qui va devenir de plus en plus rare au fur et à mesure des années. Il y a même justement, euh, je dirais, il va y avoir une guerre au niveau de l'eau, euh, notamment en Afrique. Il y a eu quelques années, justement, l'Éthiopie avait créé justement sur le Nil un barrage. En fait, tous les pays qui sont en amont, ils sont dépendants justement du Nil. C'est-à-dire que l'Éthiopie, eux, ils ont l'endroit justement où coule l'eau, Dans la source, la ouais. source. Et en fait, tu as tous les autres pays, notamment l'Égypte, qui vont être dépendants de celui-là. Parce que forcément, l'eau, c'est ce qui permet justement de nourrir toute une population pour justement à travers l'agriculture, etc. Ouais, c'est parfait. En plus, ça fait la transition. Je voulais aborder justement la question de l'agriculture. Un peu même question que sur les autres thématiques. C'est quoi un peu ton regard sur l'agriculture, sur par exemple, les produits utilisés, la gestion, on va dire, voilà, des champs, des produits, de ce qui est produit, on va dire, de la production agricole, de l'utilisation d'insecticides, de ton rapport, par exemple, au bio, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas? Voilà, c'est quoi un peu ton avis, ta position sur ces questions-là? C'est vrai qu'à la base, l'être humain, je veux dire, en tout cas que ce soit en France ou à l'étranger, en fait, on était capable de pouvoir nourrir justement la population à travers les agricoles étaient capables de justement de nourrir les Français et les personnes en dehors justement dans le monde. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une certaine intensification qui a été faite et en fait, on consomme de plus en plus. Et ça, c'est un gros problème justement pour l'agriculture en général. Et forcément, eux, ils vont de plus en plus consommer, que ce soit au niveau de l'eau. On va de plus en plus manger de la viande, par exemple, au niveau des vaches.
Euh, et forcément, comme on va exploiter de plus en plus de vaches qui vont forcément polluer davantage, forcément, euh, c'est assez compliqué. Moi, ce que je cherche à faire, en tout cas dans le futur, c'est d'avoir une agriculture qui est raisonnée, qui est plus responsable, qui est de faire plus attention à l'utilisation justement des pesticides. Parce que ça, on le dit pas forcément, mais c'est assez nocif pour la santé humaine. Même, en fait, quand je me suis rendu compte, quand on utilise justement des pesticides justement pour tuer des êtres vivants, bah en fait, on se dit pas qu'en fait ça va avoir aussi un impact sur nous. Et c'est un peu dommage parce que forcément ça va avoir un impact sur nous aussi parce qu'on est aussi des êtres vivants. Et on n'a pas forcément ce recul-là pour prendre du recul sur les pesticides. Parce qu'en fait, le problème c'est que le profit va prendre plus de place, quoi. Et justement pour les gros industriels à ce niveau-là, en fait pour eux c'est quelque chose qui est important. Il faut faire de plus en plus de chiffres d'affaires. C'est au détriment justement de la santé humaine. Donc voilà. Pour moi, c'est très important justement de manger locaux, bio, même si aujourd'hui c'est assez compliqué de considérer un- un légume bio, parce qu'en fait la terre est tellement, je dirais, polluée, qu'en fait ça va, dans tous les cas, en fait, ça va aussi avoir un impact aussi sur les, les, les légumes et les fruits, que ce soit en France ou aussi dans le monde, quoi. Hmm. Ouais, il y avait aussi un aspect, c'était aussi par exemple la déforestation aussi, je pense que ça peut pas mal rentrer en compte, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il y avait la question par exemple de l'Amazonie, le fait qu'ils sont en train littéralement de réduire un peu la biodiversité et tout. Euh, je me dis que c'est quelque chose aussi un peu qui peut être un peu craignos, on va dire. Comment tu vois ça, toi? Tu penses que c'est une expansion, entre guillemets, qui va être enfin, illimitée avec l'augmentation de la population humaine et tout, on va avoir besoin de plus en plus de terre et tout. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un stop au bout d'un moment? C'est quoi un peu ton regard là-dessus? En fait, au niveau de l'Amazonie, déjà, l'Amazonie, c'est un peu le poumon euh, forestier de la Terre, en fait. Ça produit énormément d'oxygène. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les forêts, un arbre, en fait, que ce soit les végétaux un arbre, il produit de l'oxygène. Et donc, en fait, si petit à petit, on va grignoter justement sur les forêts, tout ça, en fait, il va y avoir moins de végétaux qui vont justement produire d'oxygène, et ce qui va à terme forcément être un problème pour la santé humaine. Euh, Forcément, en fait, depuis plusieurs années, en fait, on consomme de plus en plus. Et forcément, les paysans brésiliens, ils vont de plus en plus devoir avoir de plus en plus de vaches. Et donc forcément grignoter de plus en plus la forêt amazonienne. Et forcément au détriment de la population autochtone qui peuvent y vivre Hmm. dans la forêt. Euh, Ça, c'est forcément un gros problème pour le futur, pour la vie en général. Et en fait, le problème, même juste au niveau de la France, il y a beaucoup trop de en fait, certes, on produit beaucoup, mais il y a forcément beaucoup de pertes. Et donc, en fait, si on arrive juste à réguler, je veux dire, à avoir moins de pertes, il y aura forcément un bénéfice à la fin, quoi. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est que on produit, et en fait, je veux dire, notamment au niveau des légumes, il va y avoir 10 millions de tonnes chaque année qui va euh, être inutilisable. Et donc forcément, ça se pose question parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes. Et pour ma part, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière de consommer. Ça veut dire que Juste pour préciser, qu'est-ce que tu qualifies de perte de légumes? Est-ce que c'est à cause des produits utilisés? Est-ce que c'est à cause
Une mauvaise gestion, c'est comment? Le problème, c'est qu'en fait, notamment au niveau de la distribution, en fait, il faut que les légumes, les fruits fassent une certaine taille. Et en fait, le reste qui ne font pas cette taille-là, en fait, ils sont jetés. Oui. Et donc, ça, c'est forcément c'est un problème. Même si, en fait, par exemple, le légume peut être difforme ou le fruit qui va être un peu difforme, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas bon. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Mais il y a depuis quelques années des organisations justement qui récupèrent ces invendus Mm. et qui vont justement leur revendre, mais à des prix qui sont plus abordables, quoi. Oui, ce que j'allais dire, effectivement, j'avais vu passer ces dernières années des petites initiatives qui vont dans ce sens, mais effectivement, j'ai quand même l'impression que ça reste très mineur et c'est pas encore quelque chose qui est très connu et répandu auprès du grand public, quoi. Bah, oui, c'est ça, hein. Parce qu'en fait, je dirais que le problème aujourd'hui, c'est que déjà en France, on est une génération où il y a beaucoup plus de vieux que de jeunes. Et donc forcément, je dirais pas forcément les personnes qui sont vieux ne s'intéressent pas à l'écologie. Mais je dirais que pour eux, en fait, le problème que nous, jeunes et la génération future vont vivre, bah, c'est pas forcément leur problème. Mm. Et forcément, eux, ils ont vécu, euh, ils ont pas forcément le même rapport au monde que, que, que nous. Et pour moi, c'est forcément un problème parce que dans le futur, si euh, il y a un réchauffement global de la Terre, et ben en fait, la Terre, elle, va toujours survivre, mais par contre, celui qui va en pâtir, c'est l'être humain. Mm. Et donc forcément, s'il n'y a plus de végétaux pour faire de l'oxygène, bah, nous, on va disparaître, hein. Je veux dire, la Terre, elle a connu justement l'extinction des dinosaures, les époques glaciaires, etc. Et elle est toujours là. Et nous, Oui. voilà. Si déjà aujourd'hui c'est assez compliqué, je ne m'imagine pas ce qui va être dans plusieurs milliers d'années, quoi. Oui, c'est un peu cette question aussi de beaucoup sortent l'argument de bah il y a des cycles entre guillemets avec des extinctions, période glaciaire, période de chaleur et tout. Et du coup, il y en a qui disent que c'est actuellement ce qui se passe et en fait, ne se rendent pas compte que bah, l'être humain finalement a un impact considérable qui fait que ça dérègle ces cycles et que c'est pas quelque chose de naturel quoi, ce qui se passe en ce moment et depuis plusieurs années quoi. Bah oui, c'est ça. En fait, depuis quelques temps, en fait, on vit dans un certain confort. Et c'est ce confort-là, on veut éviter justement d'en sortir. C'est ce qui se passe notamment dans les pays très développés. C'est pas qu'on veut pas s'intéresser au niveau de l'écologie. C'est juste qu'en fait, le confort dans lequel nous vivons, en fait, on est trop attaché, on est trop dépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons travailler pour pouvoir justement se payer un ordinateur, pour pouvoir se payer un loyer, une maison, une voiture, pour pouvoir avoir, je sais pas moi, une table, un micro-ondes. En fait, tous les objets aujourd'hui sont tous payants. Et en fait, nous travaillons pour pouvoir les acheter. Mm. Et nous sommes justement dépendants de ça, de ce confort-là. Et moi, ce que je cherche, justement, de ne pas être dépendant même si c'est pas facile, de ne pas être dépendant justement de la technologie Mm. actuelle, quoi. Oui, c'est ça, l'habitude à un certain confort qui fait que bah, c'est pas toujours évident, effectivement, quand on dit, bah voilà, pour les besoins de la planète, il faut réduire votre consommation de viande, réduire votre consommation de vêtements, etc. Et que bah, toi, tu as l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, voire de toujours vouloir plus, bah, voilà, quand on veut te faire passer ce message, bah, c'est pas toujours évident. Des fois, tu peux l'entendre, mais pas toujours l'appliquer. Je veux dire, même des personnes comme toi, qui sont concernées par ces questions-là, je suis sûr que même elles peuvent avoir aussi des difficultés à prendre les bonnes initiatives vis-à-vis de ça. Donc, ouais, c'est une question qui est pas facile c'est quelque chose d'assez global, quoi. C'est-à-dire que c'est pas au cas par cas que les choses vont changer. Il va falloir vraiment un changement au sens large dans notre société pour que des bonnes pratiques comme celles que tu évoquais puissent être appliquées quoi, au plus grand nombre, quoi. Bah oui, parce que je veux dire, certes, il y a des personnes qui ont je veux dire, beaucoup d'influence sur la population, qui essaient justement de sensibiliser
au changement climatique, même si on aborde le sujet, en fait, c'est assez compliqué de pouvoir justement en sortir de ce confort-là. C'est même pour moi, hein, personnellement, c'est vrai que pendant quelques temps, en fait, c'est assez compliqué. Je veux dire, je vis chez mes parents, j'ai tout ce qu'il me faut, et en fait, pouvoir justement en sortir, bah, c'est voilà. Je veux dire, il faut réfléchir à deux fois, même si en fait, euh, dans le futur, je sais que pour moi, je veux au maximum ne plus être dépendant justement de, de la société actuelle. Et donc forcément, ça va être justement via justement produire mes propres végétaux, mes propres légumes, mes propres fruits. Euh, donc ça, pour moi, ça va être important. Au moins, je sais ce que je vais manger. Et en fait, ça va pas être des produits qui vont être ultra transformés. Ok. Bah, merci pour ce petit témoignage. On va poursuivre avec question qu'on a un peu évoquée sur celle de la biodiversité, donc de la faune et de la flore. Euh, Pareil, hein, c'est quoi comment dire, ta vision là-dessus? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce que que ce soit dans ton quotidien ou dans les choses que tu as pu étudier, hein, il y a eu des changements dans la gestion par rapport aux animaux, aux végétaux, par rapport à potentiellement des extinctions d'espèces et tout? C'est quelque chose qui revient occasionnellement. Ouais, c'est quoi un peu ton rapport par rapport à voilà, la faune et la flore? En fait, pour ceux qui ne savent pas forcément, en fait, le changement climatique va avoir un impact justement sur la faune et la flore. Parce qu'en fait, plus il fait chaud, plus notamment les végétaux, les animaux vont avoir du mal à y vivre. Et notamment, on le remarque énormément. Je pense que certains ont pu le voir. Si vous partez par exemple en randonnée en montagne, euh, vous pouvez voir des moments où c'est assez, je dirais pas désertique, mais des endroits où c'est assez, les, euh, les grands champs que vous pouvez voir, en fait, c'est assez, c'est pas vert du tout, c'est Hmm. devenu, et ça a changé de couleur, quoi. En fait, la chaleur fait que les végétaux ont du mal un peu à survivre, parce qu'en fait, le fait que, notamment les agriculteurs, en fait, chaque cycle, ils vont complètement racler justement le socle, le sol, et et par-dessus, ils vont semer. Donc en fait, la terre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de humus, de tout plein de petits êtres vivants qui vont Ouais, vivre un justement. écosystème qui se développe pour Oui, favoriser. bah oui. Et justement, ça c'est assez compliqué justement euh, dans les grandes euh, intensifications justement de l'agriculture, c'est assez compliqué pour justement avoir justement une terre qui soit assez fertile, quoi. Mais même au quotidien, on le voit très bien, hein. Je veux dire, il y a beaucoup moins je dirais, d'abeilles, même si là, actuellement, en ville, on le remarque pas forcément, mais je veux dire, si on va plus en campagne, on va forcément le remarquer, même si c'est assez difficile parce que euh, on va pas forcément regarder un par un s'il va y avoir des choses qui ont changé ou pas. Mais on le remarque parce que les abeilles sont une des espèces qui sont très importantes parce que c'est vrai qu'ils vont permettre de polliniser les différentes plantes et qui vont permettre justement d'avoir un certain échange et permettre justement le développement de certaines plantes. Il y a aussi certaines espèces, pour ma part, je ne m'y connais pas forcément, d'oiseaux qui ont forcément disparu. Il y a aussi des dauphins, je dirais des baleines, parce qu'en en fait, à cause du réchauffement climatique, ils vont chercher d'autres endroits au niveau de l'océan qui sera moins chaud. Euh, et forcément, si c'est trop chaud, hein, je veux dire, aujourd'hui, on peut en trouver justement des dauphins au niveau de nos côtes françaises. Normalement, ils sont pas forcément Hmm. ici, quoi. Et il y a même des requins. Et, je veux dire, les requins, on les voit pas tout le temps, mais il peut y en avoir, quoi.
surtout à cause justement du changement climatique. Si la température de l'eau augmente, bah, ça va pousser justement certaines espèces à devoir migrer vers d'autres milieux, quoi. Et donc c'est ce qui se passe, c'est qui fait qu'en fait certaines espèces disparaissent. Même si la population aujourd'hui reste encore, il y en a encore, mais il y a beaucoup trop d'espèces qui ont déjà disparu, quoi. Aujourd'hui, on s'y intéresse pas forcément suffisamment à la disparition de ces espèces-là. Donc aujourd'hui, en fait, on essaie un peu de préserver je veux dire, les professionnels essaient de préserver justement que ce soit certaines espèces endémiques, que ce soit animales et végétales. Donc voilà. Oui, effectivement, c'est quand même un gros point justement de la gestion de notre planète, les animaux, où effectivement on fait pas forcément, je pense, un aspect où le grand public fait pas forcément attention au quotidien, mais effectivement quand on se penche un peu plus sur la question, il y a toute cette question d'extinction, de dérèglement, on va dire, qui bouscule un peu le cycle de la nature, et effectivement je pense qu'à plus long terme ça risque d'être embêtant là-dessus, quoi. Ouais. Il y a justement, on pourra aborder la question. Alors, je veux déjà avoir un peu ton expertise là-dessus. Je suis pas un expert, hein. On parlait justement de dérèglement climatique, de réchauffement climatique. Alors déjà, il y a ces deux termes qu'on utilise, dérèglement et réchauffement. Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre qu'il faut utiliser? Est-ce que les deux veulent à peu près dire la même chose ou pas? Parce que je crois que j'avais vu un peu passer la question de savoir s'il y en avait un des deux qui était mieux, quoi. Bah, je sais pas vraiment. En fait, déjà, le changement climatique, c'est le fait qu'il y ait une augmentation au fil des ans de la température au niveau de la planète. Et par moment, il va y avoir une très hausse température, comme on a pu avoir justement au niveau de il y a quelques semaines. Bah, normalement, ça, c'est anormal. Je veux dire, normalement, c'est pas censé arriver. Et ça, c'est les conséquences justement de la pollution et du dérèglement climatique. Ouais, parce que justement, tu peux nous parler un peu des causes et des conséquences que ce changement climatique a à l'échelle globale ou même un peu plus locale là-dessus, quoi. Bah, depuis quelques années, en fait, on remarque de plus en plus d'incendies qui se sont créés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Inde. Mais en fait, la température est tellement on ne sait pas en fait quelle température peut faire. Il va y avoir quand il y a justement une époque. Je veux dire, là, pendant il y a deux semaines, les météorologues n'étaient pas capables de savoir si dans un ou deux jours le temps va changer ou pas. En fait, ils étaient incapables parce que c'était quelque chose qui était complètement nouveau et même pour nous, je veux dire, la population, c'est assez compliqué à y vivre. Et au fil des ans, forcément, il va y avoir de plus en plus d'incendies, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Parce qu'en fait, les végétaux vont littéralement cramer à cause de la hausse, je veux dire, une trop hausse augmentation de la température. Donc au fur et à mesure du temps, forcément ça va être très récurrent. C'est quelque chose qui va devenir, je dirais, normal, même si c'est pas forcément quelque chose qui est censé être normal. Est-ce que tu saurais nous dire un peu sur, je sais pas, dans les décennies à venir, parce qu'on sait qu'il y a pas mal l'impact que le réchauffement climatique va avoir sur la planète va se ressentir assez rapidement là d'ici la fin du siècle. Est-ce que tu saurais nous dire un peu sur quels aspects ça va avoir de l'impact en priorité sur notre vie quotidienne ou autre? Sur quoi, qu'est-ce qui est un peu le changement dans notre vie qui va intervenir un peu? Quelles sont les différentes étapes, on va dire, qui risquent d'intervenir là prochainement, on va dire? Euh, C'est une question piège. non, c'est juste qu'en fait la température est tellement, je veux dire, le changement climatique est tellement difficile à savoir ce qui va se passer même demain,
Même cet été, par exemple, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que à tout moment, on va avoir un gros dérèglement qui va arriver. Ce qui veut dire que si, par exemple, il va y avoir une trop hausse augmentation de la température, ça, on n'est pas forcément capable. Mais par contre, en général, on sait que la température est en train d'augmenter chaque année, petit à petit. Et donc, forcément, normalement, je veux dire, ça, c'est les scientifiques avaient prévu une hausse de la température moyenne de 2 degrés par rapport justement à l'époque il y a 2-3 siècles. Et en fait, ça, c'est. En fait, aujourd'hui, les scientifiques sont. Ils disent, ils disent que en fait, la hausse va être encore plus importante que ce qu'ils avaient prévu. Parce qu'en fait, que ce soit les pays, que ce soit aussi les gros industries, bah en fait, c'est pas forcément leur problème. Je veux dire, c'est quelque chose auquel ils pensent pas forcément parce que pour eux, c'est le profit avant tout. Et donc forcément, en fait, il va forcément y avoir une grosse augmentation de la température, ce qui va y avoir des conséquences justement au niveau de la population en général. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il y a une augmentation de 2 degrés globale, par exemple en France, ce sera plus 4, plus 5 degrés en plus. Parce qu'en fait, ça c'est global. Ça veut dire que dans certains pays, il va faire moins, dans d'autres pays, il va y avoir beaucoup plus, ça sera beaucoup plus élevé. Donc c'est quelque chose qui est assez malheureusement récurrent, qui va, je veux dire, la hausse de la température va être très récurrente. Et la, justement, il y a deux semaines, on a eu justement cette hausse de la température. Et ben, en fait, ça va être très récurrent dans le futur. Et ça va être même beaucoup plus élevé, même justement durant l'été, quoi. Oui, oui, bah, c'est pas très rassurant tout ça en tout cas, mais merci en tout cas pour ces explications. Donc tu l'as évoqué un petit peu plus tôt, il y avait aussi un truc que je voulais aborder, c'est l'aspect de la pollution. Pareil, ça qui un peu va de pair justement avec le dérèglement climatique. C'est un aspect qui peut poser des problèmes, bah, qui pose déjà des problèmes depuis un certain temps, mais qui risque de s'intensifier par la suite. J'avais noté bah, à la fois tout ce qui sort par exemple des moyens de transport, la consommation d'énergie fossile, les particules et tout qui peut polluer l'air, etc. Tout l'aspect aussi de nos déchets, de comment se débarrasser de nos déchets, le fait qu'il existe à travers le monde plein d'énormes décharges de vêtements, de plastique, voire même carrément des trucs qui sont déversés dans l'eau qui créent ce qu'on appelle des continents de plastique et tout. Bah, justement un peu sur toutes ces questions-là, comme pour les autres thématiques, c'est quoi un petit peu ton rapport, comment tu vois les choses, est-ce que tu as je sais pas, moi, des pistes de changement là-dessus pour limiter un peu l'impact de la pollution sur, sur l'être humain, quoi, la société humaine. Alors là, non, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que je veux dire, la pollution est responsable justement du changement climatique. Et donc forcément la surconsommation qu'on a dans l'époque dans laquelle nous vivons, que ce soit à travers les vêtements, que ce soit à travers la technologie, que ce soit aussi à travers justement l'IA. En fait, tout ça, ça va de plus en plus polluer. Et donc, en fait, ça va être de plus en plus compliqué à vivre. Notamment, on peut le voir, hein, je veux dire, tu as certaines villes qui sont complètement polluées, on voit rien du tout. C'est assez compliqué. Et les gens sont obligés de porter des masques pour pouvoir plus ou moins respirer, même si le masque, ça ne protège pas vraiment. Notamment, on le voit en Inde et aussi à Beijing, à Pékin. Parce que la pollution est tellement élevée que les particules, tu vois, on les voit. Je veux dire, c'est assez, pour ma part, en fait, c'est assez compliqué d'aller là-bas pour pouvoir le visiter. Parce que ça peut être, je sais que notamment la Chine est un pays qui est assez magnifique, même si avec je suis en désaccord avec le gouvernement.
Bah, en fait, juste pour pouvoir aller à Pékin, bah, c'est assez compliqué, quoi. Ça veut dire que si t'as pas un masque de prévu, bah, c'est juste devoir respirer, mais en fait, tu sais pas ce qui peut t'arriver demain, quoi. Parce que tu vas inspirer la particule justement au niveau industriel de la population aussi à côté des voitures. Et ces particules-là vont se retrouver dans nos poumons. Et donc forcément, ça va avoir des conséquences sur notre santé. Il faut savoir ce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque année justement dû à la pollution. Beaucoup, je trouve même beaucoup trop. Je ne sais pas exactement quels sont les chiffres exacts, mais je sais qu'il y en a beaucoup trop. Euh, donc c'est important forcément de devoir réguler dans le futur la pollution. C'est qu'il faut, pour ma part, en fait, l'IA ne va pas nous sauver. Mm. Parce que beaucoup de gens investissent énormément d'argent dans l'IA parce que ça révolutionne un peu notre époque, la manière dans laquelle on la voit. Ça nous permet de, de faire plus de choses, forcément, parce qu'on va demander à l'IA de faire quelque chose et du coup, nous, on peut faire autre chose. Certes, c'est bien, hein, mais qu'est-ce que on va être capable de faire? Parce qu'en fait, par exemple, la génération qui arrive là, ils vont être nés justement dans cette époque-là et ça va être compliqué, par exemple, pour eux de devoir réviser ou, je sais pas moi, apprendre des choses en général, quoi. Ça veut dire que pour quelque chose, si tu as une question, tu vas le poser directement à l'IA et qui va te donner une réponse. Sauf que ça t'apprend pas à réfléchir, Mm. à apprendre par toi-même, quoi. Je veux dire, tu as des livres, tu as des bibliothèques, tu peux apprendre pas mal de choses comme ça. Et aujourd'hui, en fait, on va de plus en plus par la facilité. Ouais, ça fait penser j'ai vu une vidéo justement, c'était hier, je crois, du youtubeur Micode justement qui avait abordé cette question-là et ouais, c'est assez intéressant aussi de voir un peu la différence de traitement entre justement quelqu'un qui vient de la nouvelle génération qui utilise l'IA d'une certaine façon, qui est pas la même que des personnes avec plus d'expérience, plus de compétences, qui eux aussi utilisent l'IA mais d'une autre façon et qui il utilisait l'expression de, en gros, les jeunes utilisent l'IA comme une béquille sur laquelle s'appuyer pour faire tout ce qu'ils ont besoin, alors que les plus anciens, ils utilisent ils appellent ça comme un sparring partner, donc un partenaire d'entraînement un peu plus pour s'aider à grimper en compétences et tout. Mais alors, on va peut-être pas forcément trop creuser sur l'utilisation de l'IA et tout, parce que c'est pas forcément le sujet, mais oui, oui, évidemment, sur tout l'aspect consommation et impact que l'IA peut avoir dans sur le point de vue écologique, effectivement, c'est quelque chose qui est pas négligeable et qui est un peu à craindre, on va dire, pour le futur, quoi. Ouais. Et en plus, ça utilise énormément d'eau, hein. Donc, déjà que c'est l'eau qui est, je veux dire, l'eau qu'on boit. Si on l'utilise justement pour refroidir les, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais les- parce qu'en fait, comme ils vont, je veux dire, la demande de notre recherche au niveau de l'IA, quand on va faire une demande, et on va, je sais pas, par exemple, on va lui poser la question de savoir euh, quelle est la température de demain, par exemple. Ça, c'est une question bête. Mais ça, en fait, ça va. Juste une seule recherche, c'est extrêmement polluant. Et donc, j'imagine pas ce qui peut arriver quand on fait beaucoup de demandes, quoi. C'est extrêmement polluant parce que l'eau va servir justement à refroidir je dirais, c'est des centrales, mais c'est des centres de données dans lesquels je sais pas comment ça s'appelle, mais Les serveurs, on les peut dire, je serveurs, ouais, pense. dans lesquels ils sont, en fait, il faut les refroidir. Et donc, en fait, forcément, ça demande beaucoup d'eau pour pouvoir justement refroidir les serveurs. Donc voilà. Oui, effectivement, une consommation importante d'énergie, d'eau et de plein de trucs juste pour un truc des fois un peu à la con, on va pas se mentir. Donc, ouais, ça pose question sur un peu l'utilisation qu'on en fait et tout. Moi, je sais que je limite au maximum, c'est vraiment un dernier recours, mais c'est vrai que j'essaie de plus faire les choses par moi-même plutôt que de demander à l'IA
pour ce genre de choses, quoi. Pour, pour rester un peu sur enfin, la pollution, plus la pollution matérielle, j'évoquais le plastique et tout tout à l'heure. Il y a aussi l'aspect du recyclage, le fait voilà, de réutiliser des choses pour redémarrer un peu un cycle d'utilisation de certains produits, de certains matériaux. Pareil, c'est quoi un peu ta position là-dessus? Est-ce que tu estimes que le recyclage est, je sais pas comment dire, c'est une pratique qui est suffisamment courante aujourd'hui, au contraire qui tend à devoir être plutôt développée à l'avenir encore plus? C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Bah, aujourd'hui, en fait, le recyclage n'est pas suffisamment encore mis en avant. Je veux dire, que ce soit au niveau des plastiques, en fait, certains produits dans nos poubelles, il y a juste un petit pourcentage qui va être recyclé, et l'autre partie, en fait, ça va être soit enfoui sous terre, soit être envoyé dans d'autres endroits. Et certes, il y a certains endroits, par exemple, qui recyclent nos appareils justement électroniques, qui vont justement les remettre à neuf, qui vont changer certains composants qui ne marchent plus, qui vont, par exemple, au niveau des vêtements, qui vont, euh, les personnes en fait qui euh, n'en ont plus besoin, ils vont le donner à certaines, par exemple, recycleries, qui vont le revendre, mais forcément à un prix qui est beaucoup plus abordable, quoi, qui va être des fois plus divisé par deux, Hmm. voire même plus. Et donc en fait, ces initiatives-là, il y en a déjà, mais ils ne sont pas suffisamment mis en avant. Il n'y en a pas suffisamment. Et forcément, en fait, dans tous les, notamment, je parle des vêtements, dans tous les vêtements que nous, on achète en général, en fait, il y a juste une petite partie qui va partir dans le recyclage, d'autres partie qui va partir dans d'autres pays, parce qu'en fait, on se dit en bonne conscience, on va donner à des organisations qui sont spécialisées justement sur le recyclage des vêtements, qui vont justement, on se dit, ils vont les donner à d'autres personnes qui en ont pas forcément. Hmm. Et en fait, le problème, c'est que il y a une partie des vêtements, par exemple, qui va rester en France, et l'autre partie qui va être revendue, par exemple, en Afrique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décharges à ciel ouvert Oui. justement en Afrique, même en Amérique du Sud, quoi. Donc c'est très récurrent. C'est les personnes en fait qui sont là-bas, ils savent plus quoi en faire parce qu'il y a beaucoup trop de déchets et ça recouvre entièrement le paysage dans lequel ils vivent, quoi. Ouais. Et c'est beaucoup de pollution pour eux. En fait, c'est ce qu'il faut s'imaginer, c'est que l'accumulation de tous ces déchets, des vêtements, des ordinateurs, des pneus, des voitures, tout ça en fait ça arrive à chaque fois ils sont revendus en Afrique, quoi. Euh, et en fait même si ils utilisent un certain temps, bah en fait c'est limité, quoi. Ils sont obligés ça a une durée de vie qui est assez limitée, quoi. Aujourd'hui en fait la, tous les objets ont une durée qui est assez limitée avant, je veux dire dans le XXe siècle, la durée de vie des produits qu'on avait, c'était assez long. Et aujourd'hui, en fait, on cherche justement à, à ce que la population justement rachète de plus en plus pour pouvoir Hmm. justement avoir plus de profit. Et donc forcément, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les téléphones, que ce soit les vêtements, bah, en fait, faut constamment, tu vois, ils te poussent de plus en plus à racheter. Donc forcément, il y a d'un côté, t'as des gagnants, et de l'autre côté, tu as beaucoup de perdants. Donc, Oui, effectivement, c'est comme tu l'évoquais, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours. On prend pas forcément conscience de un peu tout ce que ça implique derrière, de l'impact que ça peut avoir sur d'autres populations, que voilà que les tonnes de déchets peuvent avoir là-dessus. Et effectivement, comme tu viens de l'évoquer, notre société a pas été, en tout cas actuelle, ne fonctionne pas de la manière dont elle devrait par rapport à plein de questions et en particulier cette question-là. Euh, pour faire un peu un gros récap un peu de toutes les thématiques qu'on a abordées, est-ce que en termes de solutions, tu as toi bon, déjà dans un premier temps des politiques un peu globales liées à l'écologie que tu souhaiterais voir appliquées
on va dire dès que possible. Je pense que il est jamais trop tôt pour faire ça. Parce que tu as des politiques globales, des choses, voilà, des initiatives qui te viennent tout de suite à l'esprit sur des choses qu'il faudrait changer pour éviter qu'on court droit vers le mur, quoi. Bah déjà, je pense, pour ma part, en fait, il faut déjà commencer par manger déjà bio, je veux dire bio locaux. Euh, Forcément, ça va être euh, très bon pour justement pour notre propre santé, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais la, je veux dire, la transformation d'un produit industriel, elle est très complexe. Il y a plein de produits qui sont mis dedans, et donc en fait, ça va être un peu ça va être mauvais pour notre propre santé. Et donc en fait, c'est ce que je voudrais, c'est que pousser justement la population à faire leur propre nourriture, quoi, à faire leur propre plat. Et donc forcément, ça va leur permettre de vivre un peu plus longtemps. Même si aujourd'hui, on est dans une société qui nous permet de vivre très longtemps parce qu'on a une médecine qui est assez très développée. Et donc dès qu'on a le moindre problème, bah, on va à l'hôpital et il résout le problème, quoi. Si on a un cancer, on y va et il résout le problème. Mais en fait, la nourriture, en fait, c'est un point central. Ça veut dire que si on mange déjà plus je dirais, plus healthy, j'ai perdu le mot en français. Ah oui, oui, la nourriture plus saine, on va dire. Voilà, une nourriture plus saine, bah en fait, ça va avoir un impact plus positif sur notre propre santé. Je sais que c'est assez compliqué, euh, surtout dans notre époque, de pouvoir justement faire attention à ce que nous mangeons, parce qu'à la fin du mois, voilà, c'est assez compliqué, quoi. Oui, c'est ça, et tout l'aspect de temps et d'argent aussi investi là-dedans. Effectivement, si tu as du temps, de l'argent et puis un espace suffisamment grand justement pour pouvoir, voilà, comme tu disais juste avant, produire ta propre nourriture, c'est bien, mais c'est vrai que malheureusement, comme tu l'évoquais, notre société n'est pas faite pour ça, et c'est vrai que les gens ont plus tendance à se dire, bah voilà, moi j'ai de l'argent limité, j'ai juste besoin de me remplir l'estomac, donc je prends un peu le truc le moins cher qui me remplit l'estomac, et tant pis si c'est pas de bonne qualité, bah, moi c'est comme ça que je suis obligé de fonctionner, quoi. Mm. Bah, si en fait on a notre propre jardin, c'est le mieux, c'est justement de cultiver un peu de légumes. Et déjà, ça c'est déjà un bon départ. Avoir une gourde pour justement, au lieu d'éviter justement d'acheter constamment des bouteilles en plastique, ça c'est bien. Au lieu de racheter complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre eau est consommable. Et si parfois vous voulez juste, comment je dirais, être sûr que l'eau est potable, vous pouvez utiliser, je dois racheter des, des filtres à eau qui vont justement vous filtrer l'eau. Et il y a des endroits forcément qui sont pas forcément très buvables. Et forcément, là, il y aura besoin d'un filtre à eau. Et ça existe et ça vous coûtera moins cher que de constamment acheter des bouteilles en plastique. Donc voilà. Après, acheter moins souvent justement au niveau des vêtements. Pensez plus à tout ce qui est recyclerait. Je pense qu'à Nantes, il doit y en avoir des endroits où on peut acheter Oui. des vêtements de seconde main, quoi, qui sont en plus. On peut même, je pense, emmener nos propres vêtements pour qu'ils puissent être recousus. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se renseigner, je veux dire, regarder. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps parce que dès qu'un pantalon est déchiré, par exemple, on va directement le jeter. Et on pourrait forcément le garder pour qu'il puisse durer plus longtemps. Et dès qu'en fait un vêtement ne nous va plus, on peut aussi le donner à un endroit pour qu'il puisse le vendre. Donc déjà c'est important. Donc après forcément tu as d'autres manières de faire, notamment au niveau du voyage par exemple. C'est voyager un peu différemment. En tout cas en Europe, on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de trains et qui permettent justement d'aller dans plein de pays différents. Il y a beaucoup de bus, donc utiliser déjà les bus et les trains
pour pouvoir justement, que ce soit voyager en Espagne, au Portugal, en Italie, dans les différents pays d'Europe. C'est assez facile plus ou moins de pouvoir y aller sans utiliser forcément l'avion. Et forcément, c'est un voyage qui est autrement et qui nous fait penser, pour ma part, en fait, à chaque fois que je voyage, je le fais à pied. C'est-à-dire que, par exemple, je traverse la Grande-Bretagne à pied, c'est-à-dire que je suis parti de Nantes en train, je suis allé je crois que c'est Saint-Malo, et de Saint-Malo, j'ai pris le, le ferry, et je suis allé en Angleterre. Et à partir de là, en fait, j'ai tout fait à pied, j'ai traversé l'Angleterre, l'Écosse, tout ça à pied. Et je suis revenu en bus. Donc forcément, ça, c'est un impact qui est assez positif parce que j'utilise pas l'avion pour me déplacer. Aujourd'hui, en fait, on est dans, dans le paraître. C'est-à-dire que nous cherchons à voyager fréquemment pour justement le montrer. Montrer où est-ce que je suis allé, montrer des endroits magnifiques que je suis allé. Et c'est vraiment dans le paraître. En fait, c'est une certaine montrer en fait qu'on a de l'argent, ce genre de choses, quoi. Donc forcément, je dirais que pour moi le voyage, on peut voyager différemment, on peut voyager notamment juste en France. Pour moi, il y a des juste partir. Je suis parti je dirais à pied. D'abord en train et après je suis allé dans le massif central et on peut être dépaysé assez facilement. On peut partir. Forcément, pour ma part, j'aime beaucoup la randonnée, donc forcément, c'est quelque chose que je fais. Mais il y a plein d'activités qui nous permettent justement de faire des choses et qui nous permettent d'être dépaysés. Donc voilà. Ok, est-ce qu'il y a des choses un peu plus globales, toi, que tu imagines comme je disais, imaginons que, je sais pas moi, je peux à qui j'ai posé des questions là, dans un dernier épisode, mais si tu en face de toi, je sais pas, le président de la République, et imaginons que c'est un président, bon, c'est pas le cas actuellement, mais c'est un président qui a tous les pouvoirs, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un aspect principal vis-à-vis de l'écologie où tu lui dirais, bah, faut changer les choses comme ça au niveau global et tout, parce que, effectivement, comme tu l'as évoqué, tous ces changements personnels que tu viens d'évoquer, c'est bien, mais c'est pas forcément quelque chose qui est forcément facile à adapter pour tout le monde, et c'est pas forcément comme ça que les choses vont changer, en tout cas de manière radicale. Est-ce que tu as des pistes un peu plus globales à appliquer pour faire changer les choses, quoi? Ben, c'est assez complexe parce qu'en fait, la- les gros industriels, notamment lors des présidentielles, vont avoir des intérêts et vont forcément financer le président qui va être élu. Et moi, en tout cas, si le président, c'est vrai que si je devais parler au président, c'est déjà de donner des moyens à tous les associations qui justement aident à préserver justement l'environnement, plus de moyens et plus de moyens justement pour pouvoir sensibiliser la population. Forcément, ça va avoir des conséquences qui vont être positives, quoi. Et donc forcément, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a d'autres priorités et forcément l'écologie ne va pas être le cas, quoi. Il y a d'autres priorités qui va être plus importantes, notamment l'armée, que ce soit aussi l'éducation. Et l'éducation, c'est très important. L'éducation, ça va être la sensibilisation des jeunes sur justement l'écologie. Pour moi, c'est un, c'est très compliqué de donner. Je veux dire, déjà pour moi, déjà, je sais que c'est assez compliqué de, de savoir ce que je peux faire et qui peut ne pas avoir d'impact justement au niveau de la planète. Mais en tout cas, j'essaie au fur et à mesure déjà de prendre des initiatives pour moi-même. C'est vrai que il faut déjà donner davantage de moyens pour que les organisations qui sont justement spécialisées dans ce domaine-là, au niveau de l'écologie, qui puissent sensibiliser la population.
sur justement l'écologie et le changement climatique. Donc c'est très important, quoi. Ouais, ouais, effectivement, pardon, je suis tout à fait d'accord. On a aussi, est-ce que tu as des choses à recommander, à partager? Est-ce que tu apprends des contenus en ligne ou pas forcément d'ailleurs, vis-à-vis de cette thématique-là, des personnes qui sensibilisent, des activistes ou je ne sais quoi, que tu recommandes à suivre le contenu pour en apprendre plus justement sur cette question de l'écologie? Et après, moi, je suis particulièrement, par exemple, Greta Thunberg, qui est une activiste qui est assez connue au niveau de l'écologie. Et après, il y a plein d'autres personnes, hein, qui sont assez connues dans leur domaine. Par exemple, je crois que c'est Camille Etienne, je sais plus, Oui, c'est ça. je vois qui c'est, ouais. Ouais. Qui est aussi une activiste française. Ces personnes-là sont très importantes à suivre parce que ils nous permettent justement d'apprendre plus sur, par exemple, les politiques qui sont mises en place, sur quelles sont, par exemple, les lois qui passent ou qui passent pas, quel, 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 je veux dire, par exemple, quel groupe de politiciens votent pour ou contre, par exemple, que ce soit le RN ou la gauche. Euh, Ça, c'est important. Tu as aussi les Verts, je veux dire, ça, c'est au niveau de le journalisme. Tu as le Vert, les Verts, je crois. Et tu as aussi, par exemple, Vakita, qui est un journal de Hugo Clément, qui est assez connu, forcément. C'est un journaliste qui travaille avec France 2. Donc, en fait, ces personnes-là, pour ma part, je les suis parce que ça me permet d'être au courant de ce qui se passe un peu, notamment en France, quoi, et aussi forcément dans le monde. Ouais, donc voilà. Et quoi? Eh ben, écoute, merci pour ces recommandations. J'essaierai, si j'y pense, de les mettre en description, quelques petits liens pour permettre à nos auditeurs et auditrices d'accéder à tout ça. On va bientôt arriver à la fin de notre émission. Est-ce que tu as quelque chose, un truc qu'on n'aurait pas abordé, dont tu souhaitais parler vis-à-vis de l'écologie avant qu'on passe à la conclusion? Après, moi, je ne suis pas forcément un expert, donc je pense que j'ai en tout cas essayé de passer le message sur tout ce que je savais. Donc voilà. Bah écoute, en tout cas, c'était très instructif. Je pense que c'était sympa aussi d'avoir ton avis là-dessus, même si tu te prétends pas expert. Je pense que tu connais quand même il y a pas mal d'aspects sur lesquels tu t'y connais plus à travers ton parcours et à travers ce que toi tu as vécu, ce qui t'a impacté. Je pense que tu as aussi comment dire, tu te rends compte de plus de choses que peut-être, j'allais dire, quelqu'un d'un peu plus lambda, entre guillemets, qui forcément prend pas conscience de toutes ces choses-là. Donc, si ça peut permettre en tout cas à d'autres gens d'éveiller leur conscience par rapport à ça, c'est déjà un gros plus, quoi. Donc, ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. Et bah écoute, si c'est tout bon pour toi, on va pouvoir passer à la conclusion. Voilà, avant de conclure notre émission, est-ce que tu as des choses à ajouter, un petit mot de la fin à nous partager? J'en ai pas forcément, mais en tout cas, en tout cas, l'écologie, c'est très important. Donc pour moi, c'est la priorité numéro un. En tout cas, si on veut que notre espèce, en tout cas, vive dans le futur le plus longtemps possible. Et donc forcément, la manière dont on va manger, la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va voyager va avoir un impact sur notre futur et sur les générations futures. Et donc voilà, il faut faire attention à toutes ces choses-là, mais pas forcément se priver. Il faut de temps en temps se faire plaisir, voyager. Euh, donc voilà. Et c'est ça, tout à fait trouver le bon équilibre entre toujours profiter tout en faisant attention à ce qui nous entoure, ce qui est un équilibre pas toujours évident à trouver, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on espère, en tout cas, que les gens aspirent à pouvoir valider, on va dire.
Donc ouais, question importante, surtout dans les années, les décennies à venir. Donc voilà, on espère que les choses partiront pas trop en cacahuète et que on va pouvoir tenir un peu plus longtemps sur notre belle planète bleue. Et voilà, sur ce, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce 17e épisode de notre podcast Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci encore à toi, Alan, d'être venu. Ravi d'avoir fait cet épisode avec toi. Merci de m'avoir invité. Voilà, avec plaisir de pouvoir aborder cette thématique avec toi. Et puis quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, qui sera d'ailleurs le dernier de la saison, qui devrait sortir normalement début juillet, pour conclure cette saison 2025-2026. Voilà, un petit dernier épisode avant de partir en vacances, qui vous attendra prochainement, avec un nouvel invité, évidemment, sur une nouvelle thématique, comme d'habitude. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée, nuit ou soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit de vous nous écoutez, et on se dit à la prochaine. Ciao! Au revoir.